Les policiers sont dans la rue, ils vont manifester à l'heure du déjeuner tout à l'heure. La tension est au maximum, la tension est sociale, elle est politique. Pendant ce temps-là, eh bien, la droite prépare sa primaire. C'est avec Gérard Longuet, le sénateur de la Meuse, les Républicains, que nous sommes ce matin. Gérard Longuet, bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que vous irez manifester tout à l'heure avec les policiers? Alors, j'ai perdu mon grade de lieutenant de CRS et je n'irai pas manifester avec les policiers. Je comprends. Vous comprenez leur désarroi? Totalement. Ouais. Totalement. Ils font un métier à peu près impossible. On leur demande d'assurer la sécurité face à des gens, une toute petite minorité, qui ne respectent rien. Les casseurs. Les casseurs, et qui se comportent en prédateurs absolus. Et en même temps, on leur demande sang-froid. Puis alors aujourd'hui, vous avez Internet et vous pouvez filmer n'importe quoi, et j'ajoute déformer n'importe quoi, c'est-à-dire sortir une image de son contexte. Est-ce que le gouvernement est responsable de l'absence d'ordre de... C'est ce qu'ils disent, hein? Non, je pense que le gouvernement est un petit peu dépassé. Cazeneuve fait le job, mais le gouvernement est dépassé parce qu'il est le cul entre deux chaises. Il a la terreur de Malek Oussekine, historiquement, et puis la volonté, celle de Cazeneuve, de montrer l'autorité de l'État. On a entendu très clairement les élus de Rennes considérer que leur ville était l'otage de bandes de casseurs insupportables. Si vous ajoutez à cela les zadistes, qui sont d'ailleurs différents des casseurs, ce sont des différentes strates de l'extrême gauche, vous avez à l'intérieur de la gauche des gens qui sont absolument incohabitables avec quiconque. D'accord. Donc le gouvernement, d'une certaine façon, en fait les frais. Le gouvernement en fait les frais. J'ajoute, tout gouvernement en ferait les frais. D'accord. Parce que le maintien de l'ordre, c'est très difficile. Il faut savoir le doser. Alors, il y a eu des décisions importantes qui ont été prises hier chez les Républicains, surtout sur un sujet qui était sensible, le vote des Français résidant à l'étranger. Est-ce que le compromis qui a été trouvé, c'est-à-dire à 70%, les Français pourront voter par vote électronique, et à 30%, si j'ai bien compris, vote papier dans les grands centres urbains à l'étranger? C'est la solution de bon sens. C'est la solution de bon sens? C'est la solution de bon sens. Elle montre d'abord qu'on est capable de s'entendre, ce qui est plutôt réjouissant. C'est la solution de bon sens parce que vous avez des gens qui sont complètement isolés au fin fond du Kazakhstan et qui ne peuvent pas aller voter à la capitale. Vous en avez d'autres, comme par exemple les Français de Londres. Ils sont 300 000 dans une agglomération normale, et ils peuvent se retrouver dans un pays qui accepte le vote des étrangers. Vous avez un pays comme l'Inde, par exemple, qui refuse le Canada, qui refuse que l'on organise des votes pour des étrangers. D'accord. Alors, solution de bon sens, ça prouve quoi? C'est ça qui est important. Ça prouve que les candidats réels ou virtuels veulent le succès des primaires, et pour moi, c'est ce qui compte le plus, le succès des primaires. Alors, le succès, est-ce que ça sera le succès de François Fillon, puisqu'on voit qu'il est en campagne depuis pas mal de temps? Tout le monde s'accorde à dire qu'il a le projet, qu'on soit d'accord ou pas avec lui, le plus abouti, projet libéral, ce qui vous convient bien. Vous êtes vous-même un des soutiens de François Fillon. Est-ce que vous pensez qu'il peut quand même se faire une place dans cette primaire? Si vous voulez, moi, je combat pour des idées. Je pense profondément que les idées mènent le monde, et qu'en politique, si on n'a pas de conviction, on ne sert à rien. Mes convictions sont libérales et conservatrices. Fillon est libéral et conservateur, ça me va très bien. Donc, je défends ces idées pour qu'il gagne. Dans l'hypothèse où il ne gagnerait pas, ces idées compteront. Et si vous voulez, il est très important que des gens qui croient vraiment à la liberté de l'entreprise et qui croient à la valeur de la tradition puissent se compter. Et de ce point de vue-là, Fillon est indispensable. Est-ce que c'est Fillon, finalement, qui a été le premier à sortir du bois, enfin un des premiers, qui a donné le tempo en termes d'idées à cette primaire? Parce qu'on dit, ils sont tous libéraux. Je pense que Fillon est sorti du bois quand il a dit « je suis à la tête d'un État en faillite ». Il l'a dit d'ailleurs dans une conversation, ce n'était pas une déclaration officielle. Il venait d'être Premier ministre. Il venait d'être Premier ministre, et simplement, Fillon a un avantage, c'est la lucidité du diagnostic. Et cette lucidité, c'est que la France, l'État est en effet trop endetté, que l'État est paralysé. Lorsqu'on se retourne vers la politique et qu'on voit le désamour des Français pour la politique, c'est au fond la contrepartie de l'impuissance de l'État. C'est la mondialisation sûrement, mais, et si on parle d'Europe, pourquoi la France n'est pas écoutée en Europe? Parce qu'elle a des dettes et des déficits. Quand vous allez dans une réunion de famille
et que tout le monde sait que vous êtes un panier percé, personne ne vous écoute. D'accord, c'est ce qui se passe avec l'Allemagne actuellement? C'est ce qui se passe avec l'Allemagne. Moi, Le moteur franco-allemand ne marche plus? Oui, je suis lorrain. J'ai travaillé avec l'Allemagne comme président de région pendant 12 ans. Je crois bien les connaître et je les apprécie. Ils sont différents de nous. Les Français ne sont pas des Allemands et réciproquement. Mais pour se respecter mutuellement, il ne faut pas que les Français arrivent uniquement avec des factures et des dettes. Il faut de temps en temps montrer qu'on sait réussir. Le seul secteur où on réussisse bien, c'est le secteur des armes, parce qu'on est sur un terrain où les Allemands sont heureusement mauvais. Pour des raisons historiques, heureusement mauvais. Tout le reste, on est perdant. Déficit du budget, déficit du commerce extérieur, endettement, chômage. On est perdant partout, y compris éducation, formation des jeunes, chômage des jeunes. Donc les Allemands nous regardent arriver en disant attendez, mettez-vous d'abord en état et puis on parlera ensuite. Alors néanmoins, l'Europe est au centre du débat de cette primaire, puisqu'on sent que, et on a vu que chacun des candidats se positionnait. Alors, pour Fillon, il faut revoir l'Europe et recentrer l'Europe sur 5 priorités et puis laisser les nations s'occuper de la vie quotidienne de leurs citoyens. C'est ça, en gros. Hein. Ça vous convient, ça? Ça me convient tout à fait. Je pense franchement l'idée d'un référendum qui a été soulevée par Bruno Le Maire, c'est risqué, c'est pas une bonne idée? Je suis au référendum en général. C'est mon côté non-gaulliste, si vous me permettez. Je ne suis pas plébiscitaire. Pourquoi? Parce que quand vous posez une question, les gens répondent à une autre question. Toujours en France. Toujours en France. En tous les cas, souvent. Et je suis pour l'Europe, pour la monnaie commune, l'euro, parce qu'elle nous oblige à être sérieux. En réalité, elle a fonctionné exactement à l'inverse. De ce point de vue-là, Maastricht a été un petit peu une surprise. On pensait avoir une monnaie commune et donc une discipline. On a eu la monnaie, c'est-à-dire un droit de s'endetter qui n'était pas prévu, sans discipline. Aujourd'hui, on a la discipline, et comme on l'a tardivement, les plus fortes. Vous écartez le référendum de Bruno Le Maire. Je pense que les parlementaires, je suis parlementaire, ont une dignité, c'est de voter et d'approfondir les lois. Et de ne pas voter dans l'émotion et de ne pas voter dans la superficialité. Nicolas Sarkozy dit il faut faire un traité de refondation. D'accord avec ça? Je crois qu'il faut surtout qu'un petit nombre de grands États, je pense en fait les États fondateurs, rappellent à l'ordre les nouveaux venus, en leur disant attendez, vous êtes venus dans une construction, mais cette construction, elle a un esprit. C'est l'indépendance de l'Europe face aux États-Unis, face à la Chine. La Chine n'existait pas hier, c'était la Russie qui nous inquiétait, la Russie soviétique qui nous inquiétait. Les États-Unis sont des alliés, mais c'est une grande puissance qui regarde ses intérêts d'abord. Moi, je souhaite que l'Europe des grandes nations, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, la France, disent aux autres « soyez les bienvenus, mais c'est pour l'indépendance de l'Europe que vous venez, c'est pas pour être l'allié de quelqu'un d'extérieur. » C'est pas pour autant que vous souhaitez une Europe des cercles comme la voulait c'est comme ça que ça se traduira. Si, ça se traduira comme ça, parce que prenons par exemple le cas de la défense. L'Allemagne et la France peuvent travailler ensemble en matière de défense. Les Polonais ou les Baltes ont d'autres préoccupations que nous. Nous considérons que la bande sahélienne, c'est majeur. Les Baltes considèrent que les Russes, c'est encombrant. D'accord. Alors, vous parlez de la défense, justement. Nicolas Sarkozy a accordé une longue interview il n'y a pas très longtemps. Je l'ai lu attentivement, le crayon à la main. Exactement. Et il a dit qu'il faut augmenter ce budget de la défense de l'ordre de 30 milliards d'euros pour arriver à des dépenses de défense qui soient de l'ordre de 2%, un budget qui soit de l'ordre de 2% du PIB. C'est votre avis ? En qualité d'ancien ministre de la Défense, en plus? Ce serait l'idéal. Et pour atteindre cet idéal, je crois qu'il y a deux conditions. Il faut dégager dans la dépense publique on ne peut pas augmenter les prélèvements. Donc dégager dans la dépense publique ce qui peut renforcer la défense française. Et peut-être explorer la voie que Thierry Breton a lancée, qui est une cotisation européenne à la défense française. Parce que finalement, c'est quand même les soldats français qui vont au casse-pipe pour le compte des Slovènes, des Autrichiens ou des Lituaniens. Est-ce que ça devrait être calculé dans le calcul du pacte de stabilité, par exemple? Il y a la solution du pacte de stabilité, c'est-à-dire estimer que les 3%, c'est hors dépenses de défense. Peut-être pas aller jusque-là, mais on ne peut pas imaginer que l'Europe repose essentiellement sur la défense française, anglaise et allemande. Il ne faut pas exagérer, on n'est pas les seuls, mais on est principaux. On ne peut pas être principaux et ne pas être soutenus. Vous redoutez le Brexit, le référendum en Grande-Bretagne? C'est une vraie question. Je pense que personne, et moi le premier, n'imaginons vraiment ce que cela pourrait être comme
comme une sorte de maelstrom. Oui. Et je pense que je souhaite profondément que même à une courte majorité, l'Angleterre reste. Si elle partait, ce serait assurément l'occasion pour le nouveau président français, élu en 2017, en effet d'accélérer cette construction de l'Europe lotharingienne, c'est-à-dire l'Europe continentale centrale. D'accord. Alors pour finir, une petite indication sur un projet de loi, proposition de loi que vous avez fait adopter hier sur le nucléaire. Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer ? Très simplement, la Haute-Marne et la Meuse ont fait le choix depuis 30 ans d'accueillir les déchets nucléaires, d'accepter l'hypothèse des déchets nucléaires à une condition, la réversibilité. C'est quoi la réversibilité ? Ça veut dire que si on trouve une autre façon de les gérer, eh bien on les ressort et on les transforme en d'autres choses. D'accord. Le gouvernement, depuis 3 ans, doit présenter un projet de loi. Il nous dit chaque fois, attendez. En réalité, ils ne veulent pas le présenter parce qu'ils ont peur des écolos. Et j'ai fait voter une PPL qui reprend exactement le texte gouvernemental, qui a eu 310 voix sur 340. Ça veut dire que les communistes, les socialistes, la totalité des centristes, la totalité des républicains ont voté le même texte sans les écolos. On peut se passer des écolos dans notre pays. Ce qui veut dire qu'on va pouvoir extraire les déchets en question. Le jour où on mettra des déchets, ce qui n'est pas encore le cas, mais dans 20 ans, on va mettre des déchets, mais on les mettra dans des conditions qui permettront de les ressortir si, par exemple, un futur Superphénix apportait la démonstration que la séparation-transmutation est possible. Eh bien voilà, c'est dit. C'était Gérard Longuet qui était l'invité du talk ce matin, qui nous a dit que lui, c'était Fillon et qu'il soutenait Fillon parce qu'il est libéral et conservateur, exactement comme le programme que défend François Fillon. Il nous dit aussi qu'il est hostile, il est pour que l'Angleterre, la Grande-Bretagne, reste à l'intérieur de l'Europe. Cette Europe qui manque d'un moteur franco-allemand, pas besoin de référendum, pas besoin de traité refondateur pour rééquilibrer les choses. Il faut simplement que l'économie française reprenne des forces pour être justement à la hauteur de son partenaire allemand et faire en sorte que cette Europe retrouve une voix qui parle au monde. Merci, Gérard Longuet.